Bonsoir, ici Michel Goyer et bienvenue à l'émission La Tablée politique. Au menu ce soir, nos panélistes exposeront leur point de vue sur 3 sujets. Le transport collectif, les Basses-Laurentides, les projets de Donald Trump à la suite de son investiture, le proclamant président des États-Unis, les candidats pressentis au Parti libéral du Canada pour éventuellement devenir chef de cette formation politique le 9 mars 2025. Il me fait plaisir de vous présenter à nouveau mon panel composé de 4 passionnés de politique. Marlène Cordato, Marie-André Bonneau, Charles-Éric Gionnet et Ramès Ayoub. Bonne émission! Débutons avec le dossier du transport collectif dans les Basses-Laurentides. C'est un dossier régional qui a passé presque inaperçu avant les fêtes. J'aimerais revenir sur cet enjeu pour discuter avec vous du développement du transport collectif, notamment sur la Couronne-Nord, et des besoins additionnels de mobilité en transport en commun dus à la croissance de l'emploi et de la population. La table des préfets élus de la Couronne-Nord en attendent davantage du ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec. Malgré une somme de 24,6 millions remise à l'Autorité régionale de transport collectif métropolitain, ce qu'on appelle dans le jargon l'ARTM, pour les couronnes Nord et Sud, couvrant presque 3 ans du 1er avril 2025 au 31 décembre 2028. Le président de la table et maire de Deux-Montagnes, M. Denis Martin, a fait une sortie publique à cet effet et réclame une gouvernance locale des transports. Alors, est-ce que nos élus de la Couronne-Nord ont raison de revendiquer auprès de la ministre Guilbeault une gouvernance régionale du transport collectif en gérant son propre budget, ou est-ce une façon de faire partie de la solution? Bien, ils ont totalement raison, et c'est pas la première revendication en ce sens-là. À partir du moment où a été créée la RTM, la loi qui a créé la RTM et le EXO, en fait, on demandait déjà à ce moment-là de séparer les 2 couronnes, parce que là, on se retrouvait les couronnes, donc toutes les villes de banlieue ensemble, plus les villes qui étaient impliquées dans l'ex-AMT, donc les trains de banlieue, parce qu'on héritait des trains de banlieue avec le déficit, la facture et les immobilisations, et ça venait créer un trou financier. L'argent que les couronnes mettent, bien, cet argent-là, elle se retrouve dans le pot général. Avant que ça revienne sur les couronnes, là, on ne voit pas le bout du dollar qu'on investit ou qui nous est facturé, là, parce que nous, on pense que c'est un investissement en transport collectif, mais il semblerait que ça ne soit pas nécessairement perçu comme ça de la part du gouvernement. Comme une dépense, c'est ça. De mon côté, je suis assez d'accord avec ce point de vue-là au niveau de la gouvernance, mais en fait, la vraie question que j'ai, c'est est-ce que c'est vraiment un problème structurel? Est-ce que c'est pas plutôt un problème de gouvernance interne au niveau des structures déjà en place? Sur papier, l'instance locale, elle est déjà là, en fait. Les maires et les préfets de la Couronne-Nord se réunissent et réfléchissent sur les enjeux locaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de communication entre les deux? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas entendus par la RTM? C'est plus ce questionnement-là, en fait, qui me vient à l'esprit quand on parle d'instances gouvernementales ou de structures au niveau du transport collectif. Moi, ça fait quelques années que j'ai quitté le côté municipal. Je suis allé fédéral. Puis ce qui m'interpelle toujours quand on revient avec ce genre de discussion-là sur le transport collectif, la fluidité du transport sur la Couronne-Nord, bien, ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est toujours les mêmes problèmes. Puis, malheureusement, les résultats tardent à venir. Puis, plus que ça, c'est-à-dire des résultats, quand on a une vision, ces résultats tardent tellement à venir parce qu'une fois que la décision est prise, les voies réservées qu'il y a sur la 15, pour prendre un exemple concret, mais une fois que vous faites ça, là, vous avez décidé, ça prend 7 ans, 5 ans, 7 ans, avant que le résultat ait du concret pour le citoyen. Alors, vous savez, moi, c'est très décourageant parce que je ne peux pas tirer la roche à un seul gouvernement. Il y a plusieurs gouvernements provinciaux qui se sont succédés. C'est toujours la même chose. On n'arrive pas à avoir le service, puis la Couronne-Nord, la
Couronne Nord de Montréal, ben, notre région est une vache à lait, comme les maires le disent. C'est une vache à lait au niveau développement économique, au niveau taxation, et on ne reçoit toujours pas l'équivalent de ce qu'on donne. Alors, à un moment donné, à qui il faut le dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais faire une petite blague, mais je me demande, il faudrait peut-être que je recommence, là, parce que, à un moment donné, moi, je suis allé chercher de l'argent pour la 15, la 19 plutôt. Je suis allé chercher au fédéral la 19. Là, la 19 va se faire, mais encore là, ça prend 7 ans une fois que l'argent est mis. Là. Alors, je suis fatigué pour nos citoyens, je suis découragé pour nos citoyens et nos politiciens locaux qui se démènent, je dirais, mais ils ont une écoute. Tu sais, 24 millions, là. 24 millions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 24 millions sur le transport pour 2 couronnes? Honnêtement, là, c'est-à-dire c'est un peu ridicule. Mais bon. J'avais un collègue qui disait à la blague, mais je pense pas que c'est une blague, c'était possible de regarder une map du Québec, mais surtout des Laurentides, puis de voir le déploiement des axes routiers, puis surtout du transport en commun, selon les élections, puis les choix politiques là, des circonscriptions, selon les partis qui étaient au pouvoir. Là, moi, je me dis, c'est pas une question de l'ordre, c'est une question de priorité pour une population qui est en très grosse croissance. Moi, je pense qu'il est temps qu'on ait confiance aux élus municipaux de prendre des décisions plus près des besoins des citoyens. Je pense que c'est le temps de changer un peu le paradigme décisionnel puis de dire, bien, on va descendre ça du niveau ce qui est le plus près des vraies préoccupations. Puis moi, j'ai confiance aux élus municipaux. Moi, je pense qu'il y aurait une meilleure façon d'adresser les priorités. C'est possible d'avoir une concertation puis d'établir un plan de match, de dire, bien, si on parle d'autoroute 19, bien, c'est l'autoroute 19. Ils travaillent déjà ensemble. Mais donnons-leur les outils de prendre des décisions qui vont avoir un impact concret. Là. Puis ce que j'entends, c'est qu'il y a une historique de revendication aussi. Donc là, ça commence pas, c'est pas nouveau de cette année. Je veux dire, si ça fait des années qu'on est dans cette discussion-là, bien, il serait peut-être le temps concrètement qu'on donne des outils. Là. On nous a déjà accusé, les maires, de tirer la couverte de chacun de notre bord. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la RTM, pour que, apparemment, les décisions soient prises par des non-élus. Ça ne marche pas plus. Alors, nous, on connaît notre monde et en plus, on doit répondre du service qui ne vient pas parce qu'on le paye. Le citoyen, il est facturé, là, il paye dans son compte de taxes. C'est les gens de la Couronne Nord qui payent le plus cher pour leur passe de transport collectif et qui ont le moins de services. Les transports collectifs, là, c'est 66 des citoyens de la Couronne Nord qui se déplacent sur la Couronne Nord. Et quand on explique ça aux gens de la RTM, l'argent, là, elle va pour les axes métropolitains. Donc, ce qui descend vers Montréal, c'est pas ça qu'on utilise. On travaille dans notre région. Les 2/3 de la population active qui travaillent dans la Couronne Nord, habitent la Couronne Nord, travaillent la Couronne Nord. Nous, on les connaît les besoins. Maintenant, qu'ils nous donnent les moyens et on va y arriver. Que la structure, comme elle fonctionne, on ne peut pas représenter. C'est pas vrai qu'un élu peut représenter 35 villes. Là. Il ne peut pas passer son temps au téléphone pour demander à chacun des maires « c'est correct, ça? » Puis quand il va arriver à la table, il va connaître juste une partie de l'information. Alors, il faut changer ça. Alors, nous avons aussi appris que les élus de la région ont créé l'agenda mobilité Couronne Nord. Selon vous, pour donner suite à leur cadre financier qui est actuellement composé uniquement de financements provenant de Québec, corrigez-moi si c'est pas véridique, et des municipalités, doivent-ils, comme la ministre Guilbeault le souhaite, faire appel à des investissements privés pour assurer une pérennité de transport collectif dans notre région? Je pense que la réponse est non à ça. Je pense qu'il est temps que le gouvernement comprenne que le transport collectif, c'est un service essentiel à la population. Je pense que le gouvernement a tout à apprendre de la valeur économique du transport collectif. Donc, la réponse, c'est non. Je ne suis pas fermée au partenariat public-privé dans certains dossiers, mais dans celui-ci, un partenariat avec le privé créerait automatiquement une charge supplémentaire à l'utilisateur. Donc, on aurait un problème avec l'accessibilité. Donc, c'est vraiment pas là qu'on veut aller. Pour moi, c'est essentiel que Est-ce qu'il y a des projets qui se font, par exemple, avec une entreprise à Mirabel, puis qui se rendent, mettons, à Montmorency avec un trajet? Bien, je sais qu'il y a des entreprises qui ont leur propre transport parce que le service est tellement peu accessible sur la Couronne Nord que des entreprises, par exemple, qui font venir des employés de Montréal ou de Laval, organisent eux-mêmes leur transport pour aller à Mirabel, là, notamment là, au niveau de toutes les entreprises en aérospatiale dans ce secteur-là. Bon. Ce qui est bien malheureux quand on y pense, là, parce qu'on ne veut pas ça. On ne veut pas que les entreprises soient... Pour eux, faire venir la main-d'œuvre nécessite d'investir eux-mêmes dans du transport collectif. C'est assez aberrant, selon moi.
Est-ce que vous partagez le point de vue? Bien, c'est tout à fait pas la façon de transférer le problème. On parle de navette entre des points comme le train, on parle à Saint-Jérôme, puis le quartier industriel, faute de mobilité adéquate, mais là, on va mettre les frais sur les entreprises. Puis là, on dit, on va ouvrir la porte à du payage, hypothétiquement, pour la mobilité. Donc, encore là, c'est l'utilisateur qui va défrayer les coûts. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est de trouver une façon de valoriser ça, qu'il y ait une plus grande utilisation, mais pas nécessairement en augmentant les coûts de façon détournée. J'ai l'impression qu'en regardant ça, c'est comme une méthode dilatoire pour finalement perdre du temps. On perdrait du temps quelque part à dire, bon, ben, on mixe les deux genres, les trois genres de financement. C'est-à-dire les objectifs sont pas nécessairement les mêmes quand on est avec du privé versus du public. Alors, c'est très difficile à réconcilier puis à avoir un objectif commun. Une entreprise privée, c'est fait pour faire de l'argent. Et malheureusement, le transport collectif est pas nécessairement... On n'arrive pas à garder, puis c'est ça le défi, à avoir des frais et des revenus qui s'équivalent. Alors, il y a une part de subvention, puis il y a une part de choix de population, choix collectif pour dire, bien, on veut investir, on va avoir une qualité de vie dans le transport collectif et ça coûte tant. Et les gouvernements sont là pour ça, c'est-à-dire une taxation, on est déjà bien taxé, je pense, au Québec, au Canada. Bien, la redistribution de la richesse, c'est entre autres comme ça. OK. Bien, merci. On conclut là-dessus. Merci. Alors, passons au dossier des projets qui découlent de ces menaces du nouveau gouvernement Trump à la suite de son assermentation du 20 janvier dernier, notamment sur l'imposition des tarifs douaniers de 25 % sur tous les biens exportés aux États-Unis par les entreprises canadiennes, ce qui provoquerait une guerre commerciale, une mesure qui plongerait le pays en récession et coûterait des milliers d'emplois. Le président Trump a pris bien soin d'évoquer la date du 1er février prochain pour l'imposition des droits de douane sur les produits canadiens. Alors, débutons avec une première question. Depuis son assermentation le 20 janvier dernier, selon vous, quels sont ces premiers décrets qui sont les plus déterminants parmi la centaine de décrets signés en cette première journée comme président? Bien, je ne l'identifierai pas comme décret déterminant pour nous, mais je pense que pour ce à quoi on assiste comme politique spectacle actuellement, je pense que c'est important pour un personnage comme Donald Trump, qui a un auditoire là, de 77 millions et plus, bien même à travers le monde, de donner l'impression d'avoir changer quelque chose en une seule journée. Donc, si on regarde là, de faire des revendicateurs là, du 6 janvier, là, de voir ça comme une réconciliation nationale, ce qui est tout à fait abject, mais pour eux, c'est une façon de montrer à quel point il peut changer la définition que les gens, ou la conception que les gens ont d'une journée qui s'est passée tout à fait banale pour eux. Le droit d'asile, l'état d'urgence au Mexique avec l'armée, ça aussi, c'est une démonstration d'un pouvoir absolu. Je pense que ça va être pour le président Trump là, de faire le plus de gestes à grand déploiement théâtral qui pas nécessairement avoir un impact concret à court terme, mais plus pour marquer l'imaginaire et se dire, bien, ça y est, c'est moi le nouveau chef qui mène de façon absolue. Ah oui. Je pense qu'on s'embarque pour de la politique télé-réalité pour les prochaines semaines. Je peux peut-être prendre la parole. Là. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Là. Ce qui frappait le plus au niveau des décrets faits par Trump hier, c'était vraiment tous les décrets populistes qui donnaient un ton à comment il va gouverner. Moi aussi, celle qui a retenu le plus mon attention, c'est quand il a gracié là, les personnes, les 1500 personnes de l'assaut du Capitole, parce que c'était un message clair qui fait mal à l'état de droit, puis ça, c'est très frappant, puis c'est un peu pas mal épeurant, en fait. Là. Donc, moi, je dirais que c'est ça qui a retenu le plus l'attention. Là. On le voit avec des photos, avec des piles de décrets, mais ceux qui restent, c'est ceux qui marquent l'imaginaire. Mais les mots sont forts. Réconciliation nationale. On parle littéralement de l'époque de la sécession où on doit se réconcilier entre l'Amérique fragmentée, mais on n'est pas là. C'est ça, les États-Unis, par contre. Hein, c'est toujours deux réalités ou deux... C'est une confrontation à deux. Alors, inévitablement, il y a des... Là, c'est assez serré, malgré tout, hein, malgré des milliers de votes de différence. Mais... Alors, la confrontation est là, peut-être pour ça, le côté réconciliation, mais je suis d'accord. C'est-à-dire, ça pousse le côté réconciliation, les décrets, l'invasion du Capitole. Finalement, on passe l'éponge. Et puis...
Mais autant du côté, ça ouvre la porte à tellement de choses. Et les démocrates ont fait un peu la même chose, quelque part, avec moins de... M. Biden a quitté, il a ouvert la porte aussi, il en a profité, je dirais, il s'est dit, ben, pourquoi pas moi non plus, hein? C'est-à-dire, s'il y en a un qui le fait, ben... Donc, c'est là où je pense que la démocratie a mal, parce que finalement, on pousse les limites, et chacun dit, ben là, finalement, le jeu est ouvert et on est capable de les règles ne s'appliquent plus réellement. Donc, l'état de droit, on en est un peu loin. C'est-à-dire, mon mot général, c'est one size fits all. Hein, pour M. Trump, c'est-à-dire l'immigration, c'est-à-dire autant le côté mexicain, autant le côté canadien, pour lui, il ne fait pas de différence, en tout cas, dans ce qu'il projette. Et quelque chose quand même, c'est triste, je dirais, c'est triste, puis c'est même plus que triste, c'est-à-dire on recule de plusieurs années en arrière, des combats qui ont fait mal et qu'on n'a toujours pas fini d'avancer dans ce côté-là. C'est la reconnaissance des hommes et des femmes. Ouais. Bien, c'est-à-dire, écoutez, là, on est dans quel monde, là? On revient dans quel monde? Moi, je vis dans 2025, mais mes enfants, c'est-à-dire, on les a éduqués, on les a amenés dans un monde de progressiste qui évolue. Mais là, on revient dans un monde d'il y a 50 ans. C'est-à-dire, pour moi, j'ai été vraiment pas surpris, mais abasourdi quand même un peu qu'on aille jusque-là. Et puis après, ben, bon, côté économique, un peu le côté électrification, les autos électriques et tout ça, malgré que M. Tesla était là. Ben c'est-à-dire, mais il y a beaucoup de populisme, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de choses que M. Trump annonce et puis que finalement, ben, c'est même pas vrai. C'est même pas de la vérité de ce qui se passe sur le terrain, c'est juste des annonces comme ça. Ouais. Et puis on parle, on jase. Mais il est quand même président des États-Unis. Mais c'était effectivement, on a assisté à un spectacle, c'est un président spectacle, puis il dit tout et son contraire, puis il va dire une chose aujourd'hui, puis après ça, il va nier l'avoir dit. Et tout ce qu'il va réaliser, ça va être la meilleure chose au monde. Et c'est, toi tu dis one size fits all. Moi, c'est plus me, myself and I. Ouais. Après moi, le déluge, c'est un peu ça, là, Trump. Là, tous. Oui, il y a eu les décrets. Il a été sauvé par Dieu, hein? C'est tout ce qu'il a dit dans son discours. C'était épouvantable. Ça donnait des hauts le cœur d'entendre un politicien de ce rang-là, de ce niveau-là, d'un pays qui a cette envergure-là dans le monde, avoir un discours aussi épouvantable, ça n'avait même pas de bon sens. Mais Marlène, tu sais, c'est-à-dire, moi, ma réflexion face à ça, c'est qu'il répond à un besoin, hein, quand même. Parce qu'il y a quand même des millions de personnes qui ont voté pour cet homme-là. Ouais. Donc, quelque part, il faut quand même voir la réalité. On l'aime peut-être pas. Si on n'est pas de son camp, là, c'est sûr, on ne l'aime pas. C'est-à-dire, on ne peut pas faire la part des choses. Mais il a réussi quand même à galvaniser plusieurs groupes de gens qui, normalement, ne seraient pas ensemble. Oui, mais les gens, ce qu'ils disent, c'est on l'aime pas, mais il va faire fructifier notre argent. Alors, c'est pas grave, en autant que nos poches se remplissent. Alors, pour moi... Ça, c'est les démocrates bien aisés qui disent ça. Non, mais j'ai... Pas les démocrates, les républicains. Les républicains. Et même des gens d'ailleurs dans le monde qui ont des actions américaines. Pour moi, c'est l'Afghanistan du Sud pour les prochaines années. Je ne suis pas allée aux États-Unis de 2016 à 2020 et je serais bien étonnée que j'y retourne... pour les 4 prochaines années. Alors, je ne dis pas que je ne retournerai pas. On va même aller voir comment ça se passe. Sur ce, on termine là-dessus. Merci. Merci. Maintenant, revenons au Canada. On sait tous que le prochain chef du Parti libéral du Canada sera le nouveau premier ministre à compter du 9 mars prochain. Je dois mentionner que la Chambre des communes a été prorogée jusqu'au 24 mars prochain. Entre le 9 et le 24, il y aura donc la formation d'un nouveau Conseil des ministres. Quelle sera la suite envisagée lorsque le Parlement siégera? Alors, selon vous, se dirigeons-nous vers des élections fédérales hâtives dès ce printemps? Bien, on va se rendre à l'échéancier en octobre. Je vais prendre la balle au bon. Là. Écoute, ça m'interpelle, hein, je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais écoute, si on s'était projeté, si on revenait en arrière, moi, je t'aurais dit, il y a quelques semaines, là, je t'aurais dit, oui, les élections sont là. Ça arrive, on a un changement de chef, il y a des élections. Maintenant, si je réfléchis avec la venue de Trump en place, on est dans une situation historique particulière, guerre commerciale, relation avec notre voisin, notre plus grand ami, qui est plus difficile que jamais. Là, je suis sûr,
Je suis sûr que les élections devraient avoir lieu, à tout le moins, au printemps, pour le bien du pays. Puis j'enlève le côté partisanerie et tout ça. C'est transpartisan. Moi, je pense qu'on a besoin de stabiliser les choses. Et c'est pas quelques mois qui vont changer les choses. C'est-à-dire, au contraire, je pense que ça va... Si je me mets du côté des conservateurs, ils sont sûrs qu'ils veulent y aller à tout prix. Puis ils disent qu'ils ont les biens du Canada en tête, là, mais je pense qu'ils ont le bien du parti en premier lieu. Ensuite, bien là, ça va dépendre des partis... des autres partis, pas juste le Parti libéral, mais le NPD peut-être en premier lieu, et le Bloc. Le Bloc a quand même ils se sont peinturés dans le coin, là, je m'excuse. C'est sûr qu'ils ont dit, nous, on va en élection, mais les choses changent tellement vite. Alors, je pense qu'il faut se laisser, il faut que les gens les partis se laissent un peu de marge de manœuvre et voir qu'est-ce qui va se passer. Mais pour le bien du pays, je ne crois pas qu'on doit aller nécessairement en élection fédérale. Quel parti, à ce moment-là, qui pourrait voter, Bien, autant le NPD que le Bloc peut aider le Parti libéral à rester en place quelques semaines, comme ils l'ont fait depuis pratiquement les 4 dernières années. Là. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est... Alors, pourquoi sonner l'alarme de l'élection immédiatement pour encore mettre du flou, encore... C'est ça. À la question, est-ce qu'on se dirige en élection hâtive, j'ai l'impression que c'est immanquable. Je pense que la plus grosse menace pour le Parti conservateur, c'est le nouveau chef au Parti libéral, puis de voir ses intentions de vote tomber. J'ai l'impression qu'ils vont faire fi de ce qui se passe avec les relations internationales des États-Unis, puis se dire, bon, mais on prend les risques, en parenthèse, de tomber en élection rapidement. Reste à savoir, le Bloc va assurément les suivre. Est-ce que le Parti libéral va réussir à se rasseoir avec le NPD et les nouveaux chefs discuter entre eux? Je pense que c'est un peu hypothétique. Je pense que tout le monde, les jeux sont un peu faits. Mais plus ils vont gagner de temps, j'ai l'impression que plus le Parti libéral va réussir à sauver un peu plus de... À diminuer l'écart, oui, absolument. c'est ça. Ce qu'on voit là, c'est pas ce qui va se passer dans 3 mois à l'élection. Non. Avec un nouveau chef, ça fait souvent... La réduction de l'écart se fait, ça se rétrécit, en principe. Mais... À suivre, vas-y. Oui. Moi, je pense que ça serait une élection plus hâtive. Je ne pense pas qu'ils vont se rendre au mois d'octobre pour toutes les raisons que mes collègues ont évoquées. Il ne faut pas oublier que le 2 novembre, il y aura des élections municipales partout au Québec. Alors, avoir une élection fédérale et municipale en même temps, sur le même territoire, on l'a vécu en 2021, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre parce que les gens, à un moment donné, là, ils suivent plus parce qu'ils sont tannés d'en entendre parler et nécessairement, quand vous les rencontrez, ils disent, bien là, on en a déjà parlé avec quelqu'un, mais alors ils mélangent tous les paliers de gouvernement. Alors, je pense pas que c'est la bonne chose à faire d'avoir une élection. C'est 20 octobre, l'élection à date fixe, 20 octobre 2025, et c'est 2 novembre le municipal. Alors, ça peut vous dire que ça fait bien des affiches électorales sur le territoire en même temps. Et des chevauchements, avec... et l'aspiration par le fédéral de toute la tribune médiatique. Alors, peu de place pour... ce qui se passe au municipal. Marie-André, as-tu... En fait, je rejoins mes collègues. Moi, je vais pas y aller d'une opinion, je vais y aller d'un souhait. J'espère que les élections seront déclenchées dans un moment propice aux relations internationales. On est un Canada quand même avec tous ces spectres partisans et politiques, mais il faut demeurer unis dans ces temps où les relations internationales et les relations avec les États-Unis sont un peu plus difficiles. Donc, ça sera un souhait pour moi. J'espère que le moment choisi des élections sera le bon au bénéfice du Canada, en fait. Pour faire du pouce, c'est ce que vous dites d'ailleurs, Ramès puis Marie-André, est-ce que ça pourrait arriver que le nouveau chef ou la nouvelle chef du Parti libéral dise on a un momentum, on déclenche parce que nous autres, on veut s'assurer, on est déjà dans la continuité du mandat par rapport à Trump, là, par rapport aux revendications. Est-ce qu'il pourrait dire on profite de ce momentum-là parce que là, la presse va suivre beaucoup cette course à chefferie. Il y a quand même trois candidats fort intéressants, il faut se le dire. Est-ce que ça peut être une façon... C'est quoi le côté stratégique? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai émis un souhait, mais je comprends bien que les gens étant ce qu'ils sont, puis au niveau des partis politiques, ils vont prendre la meilleure opportunité de déclencher les élections. Puis là, c'est là que c'est difficile à prévoir. Comment les partis vont s'arrimer, qui va déclencher. Est-ce que le NPD va pouvoir supporter le Parti libéral?
c'est difficile à prédire. Je laisserai la prédiction à Ramez de ce côté-là. Je pense pas que les conservateurs vont être patients. Pas plus belle qu'un autre, mais non, je suis d'accord avec toi, les conservateurs seront... Les autres sont pressés. C'est sûr que pour eux, la fenêtre, elle est là, puis elle est là depuis très longtemps, puis à un moment donné, elle est ouverte, elle va se refermer éventuellement. Donc, il faut que pour eux, ils veulent rentrer le plus vite possible. Alors, on ne peut pas les blâmer, c'est-à-dire quand on regarde ça à l'interne. Ensuite, plus de temps, la nouvelle chef aura du Parti libéral qui sera premier ministre pour quelques semaines, quelques mois, plus de temps ils auront à se faire connaître. C'est ça. Et c'est là le côté sondage va peut-être aussi dicter un peu le baromètre. Le baromètre va donner un peu, on n'est pas encore assez près, il faudrait gagner du temps. C'est ça les stratégies qu'il va y avoir. Je vous quitte avec cette dernière intervention. Merci. Merci encore. Merci à vous quatre. Qu'on soit réunis à nouveau pour discuter de politique. Toujours agréable. À bientôt. Oui, toujours passionné. Ah oui, écoute.